Bonjour à tous, donc de nouveau, pour, on démarre avec vous ce salon virtuel, hein, Recréa. Le contexte sanitaire nous a un peu contraints à changer notre fusil d'épaule. On avait au départ prévu de le faire en présentiel. On avait tout un beau projet, mais c'est comme ça, il faut s'adapter. De toute façon, le plan B, c'est le principe même d'un entrepreneur. Donc, ça impose aussi à nous-mêmes cette démarche-là. Donc, on lance avec vous ce matin ce salon avec cette première conférence dédiée aux étapes clés pour créer son entreprise. J'excuse ma collègue Sophie Leca de la Chambre de métier et de l'artisanat qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous ce matin, mais je me fais l'écho quand même de la chambre de métier et je pense que je serai en mesure, en tout cas, de répondre s'il y a des questions à des sujets plus spécifiques. Sans plus tarder, comme on a une petite heure ensemble, enfin une heure ensemble, et que je veux quand même laisser la place à ce que à des questions éventuelles et à vos questions, peut-être pas éventuelles même d'ailleurs, j'espère questions, pour apporter une certaine dynamique à cette matinée aussi. On est ensemble donc pour traiter de ce parcours d'entrepreneur. Par quoi on commence quelles sont les étapes un peu basiques et logiques, on va dire, de ce projet de création d'entreprise. Alors, on parle de création, mais ça concerne évidemment aussi les reprises. Si parmi vous, certains sont plus concernés par la reprise, n'hésitez pas à le signaler et je pourrai aborder ce point. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet pour ce premier webinaire. Donc, voilà. Alors, les 10 étapes clés, vous les avez ici. D'abord, ça part d'une idée, hein. Si vous êtes là, c'est que probablement vous avez chacun d'entre vous déjà l'idée de créer l'entreprise, même si c'est du moyen ou plus long terme. En tout cas, le sujet vous intéresse et vous cherchez à vous nourrir d'informations. On va aborder dans la deuxième étape, c'est l'adéquation homme-projet en fait, hein, par rapport à votre situation personnelle, vos compétences, etc. Vous verrez tout à l'heure quelles sont les questions qu'on se pose sur ce point. On va évoquer aussi études de marché. Alors, pour certains, c'est peut-être un gros mot, mais vous allez voir, c'est assez simple. En tout cas, c'est des questions basiques à se poser. On évoquera bien sûr comment bâtir une prévision financière, pardon. Le choix juridique, beaucoup se posent la question et souvent même, ça fait partie des premières questions qu'on se pose, sous quelle forme juridique je vais me lancer, micro-entreprise, enfin voilà, vous aurez peut-être des sujets sur ce point, sachant qu'il y a juste après, à 12h30, il y a un webinaire spécifiquement dédié à la micro-entreprise, donc comprenez bien que ce matin, sur ces 10 étapes clés, je ne rentrerai pas dans le détail de ce sujet. Ensuite, comment trouver les financements? C'est un peu le nerf de la guerre, hein, pour pouvoir démarrer correctement son projet. Les aides, on en parlera aussi. De quel centre de formalité vous dépendez, quelles sont les formalités pour créer. Et puis, on s'installe et derrière, il faut quand même lancer l'activité, lancer la machine et on abordera aussi ce sujet. Alors, sans plus tarder, sur la phase de l'idée, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez réfléchi à cette idée. Elle peut venir de différents niveaux. Ça peut être une passion que vous exercez depuis des années et des années, qui était un petit peu enfouie, une situation personnelle qui évolue par votre travail. Peut-être que la situation sanitaire vous a aussi amené à réfléchir sur vos souhaits personnels et puis à ressortir de vos cartons cette idée que euh, à laquelle vous aviez pu réfléchir. Vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être salarié actuellement de votre entreprise et vous vous dites, dans le fond, j'en ai assez de travailler pour un patron, j'aimerais bien gagner ma vie par mon projet. Donc, il y a multiples motivations qui vous poussent à créer cette entreprise. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est si vous avez cette idée, vous avez une intuition forte que ça peut fonctionner. Ça, c'est déjà un élément très fondateur de votre projet. Néanmoins, c'est important de nourrir cette idée et d'aller rechercher de l'information, hein, pour savoir si c'est
potentiellement la bonne idée, pourquoi pas, de commencer à regarder un petit peu sur l'environnement lié à ce produit ou ce service. Hein. Est-ce que c'est un marché en tension? Est-ce que c'est un développement? Voilà. C'est un petit peu poursuivre votre réflexion de façon à ce que cette idée devienne un projet et bien sûr soit la clé du succès de votre activité. Alors, votre projet personnel. Homme ou femme, évidemment. Oups, je vais un peu vite. Vous êtes au centre de votre création d'entreprise. Hein. Si vous êtes, en particulier, si vous êtes seul, si vous êtes à plusieurs à la développer, il peut y avoir plusieurs personnes concernées. Mais ce qui est important, c'est de ne pas mettre le couvercle sur un certain nombre de sujets. En particulier, quand on aborde le volet réglementaire, il y a des activités qui font l'objet d'une réglementation spécifique. Je pense aux activités dans le domaine du bâtiment, je pense à des productions alimentaires, un boucher, un boulanger, un pâtissier. Je pense à des activités plutôt immobilières, une activité d'agent immobilier, aux activités d'agent de voyage, au transport. Enfin, il y a dans le domaine de l'artisanat ou du commerce, des métiers qui sont réglementés et qui ne peuvent pas s'exercer. Un coiffeur, par exemple, une esthéticienne, enfin, des métiers qui sont réglementés, qui ne peuvent pas s'exercer. Vous ne pouvez pas créer l'activité si vous ne détenez pas ou un diplôme dans le domaine de compétences ou une équivalence de 3 années d'expérience professionnelle. Et quand on parle de 3 ans, c'est 3 ans à temps plein avec un contrat de travail qui justifie ou des fiches de paye qui peuvent justifier. Donc ça, c'est un vrai sujet, la réglementation liée à votre métier. Donc c'est important en amont, c'est une des étapes majeures, hein, de vérifier si le projet que vous avez ne fait pas l'objet d'une réglementation. Auquel cas, il faut simplement regarder si dans votre expérience personnelle, vous avez ou enfin, le diplôme requis ou en tout cas l'expérience nécessaire pour pouvoir vous lancer dans cette aventure. Puisque si ce n'est pas le cas, il faut pouvoir potentiellement rebondir et rechercher un partenaire qui pourra vous apporter cette compétence, auquel cas, évidemment, ça change un petit peu la donne. Vous n'êtes plus seul à vous lancer dans ce projet. Vous avez un associé potentiel qui vous apporte une compétence en contrepartie de peut-être un apport financier et ça vous permet d'aboutir en tout cas à la création de votre activité. Après, ça peut être ça ou ça peut être de vous dire, ce n'est pas le bon moment pour moi de me lancer, j'ai vraiment envie de me lancer seule, je vais peut-être chercher une formation complémentaire, un emploi salarié pour conforter cette expérience professionnelle. Voilà, ça peut aussi être simplement différé dans le temps ce projet. En tout cas, c'est important d'appréhender ce sujet. Mon activité est-elle réglementée ou pas? Si c'est le cas, qu'est-ce que je possède comme diplôme ou qu'est-ce que je possède comme expérience professionnelle pour me permettre d'aboutir dans mon activité? Ensuite, vous êtes à la tête de cette idée, de cette réflexion de projet, mais vous n'êtes pas seul. Vous avez votre propre environnement familial, hein, déjà. Donc, est-ce que dans ce projet, ça fait partie de votre étape de vie, mais est-ce que la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui est une situation qui est bah, compatible pour vous lancer dans cette aventure? Si vous avez un conjoint, est-ce que vous avez appréhendé avec cette personne le sujet de la création? Est-ce que vous avez réfléchi au fait que votre esprit demain à la tête de cette entreprise et votre organisation va être compatible avec votre projet de vie personnel en lien avec votre situation familiale, hein, si vous avez un conjoint, des enfants? Enfin, c'est un vrai sujet aussi à aborder. Hein. Ne, ne, enfin, ne faites pas, comment dirais-je, ne supprimez pas cette étape-là, ne chantez pas cette réflexion-là. Ça paraît, tout ce que je vous dis là, en fait, c'est du bon sens. Hein. Je suis à peu près persuadée que vous pouvez y avoir pensé. Simplement, c'est nécessaire pour nous de le repréciser
Des fois, c'est bien de l'entendre dire, de se l'entendre dire plutôt que voilà. Donc, c'est vraiment dans cette réflexion-là. Ensuite, la situation au regard de votre état de santé. Parfois, on a des porteurs de projets qu'on accompagne qui nous disent, ben, je pense à quelqu'un que j'avais pu voir qui voulait ouvrir une activité sur les marchés, un primeur, mais qui avait vraiment des soucis de dos. Ben, quand on a abordé ce sujet, je l'ai appelé à réfléchir à une organisation parce que ben, porter des caisses d'orange, c'est quand même pas léger. Il y a souvent beaucoup de manipulations, donc il y a aussi des trajets entre les différents lieux de marché. Donc c'est important de réfléchir et surtout de trouver la solution. Ça ne veut pas forcément dire, bon, ben voilà, elle me dit ça, allez hop, j'arrête, c'est plus pour moi. Non, c'est avoir en tête qu'il y a une situation qui peut être éventuellement délicate et trouver la solution. C'est ça, tout simplement. Il y a probablement des solutions. Vous avez plein de ressources. Il y a la possibilité de vous faire aider éventuellement dans ce projet-là, spécifiquement pour la mise en place le jour du marché, dans cet exemple, par exemple. Et puis, il y a un dernier volet qui est le volet lié aux finances. C'est aussi très important parce qu'une entreprise, en particulier quand elle se lance, ben, il est prudent de garder un maximum de trésorerie et donc de ne pas prélever trop de revenus de son activité. Donc, il faut quand même appréhender avant de vous lancer votre reste à vivre. De quoi j'ai besoin pour assumer, pour continuer à assumer les charges personnelles que j'ai en lien avec ma situation familiale. Voilà, je me suis engagée personnellement déjà. J'ai peut-être un prêt immobilier, un véhicule que je finance aussi. Voilà, j'ai des contraintes personnelles. À combien elles se montent? Quel est le montant que je dois absolument retirer de mon entreprise pour pouvoir assumer mes charges personnelles? C'est un sujet qui est vraiment essentiel. D'autant plus que dans la création d'entreprise et quand on se lance en fait au démarrage, même les 2, 3 premières années, le temps d'amorcer la pompe, il n'y a pas forcément les revenus à la clé pour le chef d'entreprise, ou parfois ils sont très fluctuants, surtout si vous avez une activité saisonnière. Et donc ça peut amener à des situations parfois personnelles plus délicates, voire éventuellement un désaccord, une mésentente ou un conflit même éventuel avec votre conjoint si vous avez un conjoint. Donc, c'est un vrai sujet. Quelles sont mes contraintes personnelles? L'idée, là, c'est toujours pareil, c'est de partir en étant serein, vous lancer en sachant, en ayant répondu à l'ensemble de ces interrogations. C'est tout l'enjeu, c'est ne pas vous lancer avec des œillères, avoir posé les choses. Euh, c'est le bénéfice vraiment de votre sérénité. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'interrompre, sans quoi moi je poursuis. Voilà. Alors, maintenant, cet autre sujet qui est vraiment important parce que c'est ce qui va vous faire aussi avancer ou en tout cas vous donner un premier signal fort de l'opportunité de vous lancer dans cette aventure de créer votre activité. Cette notion, oui, il y a une question? Non? D'accord, je croyais, excusez-moi. N'hésitez pas, vous pouvez activer votre micro si vous souhaitez prendre la parole. Vous avez simplement une petite icône de micro. Si elle est barrée, c'est que vous n'accédez pas au son et vous avez juste à l'activer. Non, alors je continue. Donc, l'étude de marché, c'est quoi? C'est répondre à des questions qui sont un peu basiques, on va dire. C'est qu'est-ce que je vends déjà, c'est quelle va être mon offre de produits et mon offre de services. Mais quand on dit ça, c'est pas simplement se dire, si je prends un exemple, j'ai envie de créer une boutique de prêt-à-porter. Je sais que je veux créer du prêt-à-porter féminin, mais
d'accord, je me dis que je vais donc vendre du prêt-à-porter féminin, mais la vraie question, c'est quelle catégorie de produits vous allez vendre? Est-ce que vous vendez des produits de la friperie, par exemple, de seconde main? Est-ce que vous choisissez des produits bas de gamme ou du très haut de gamme? Voilà, c'est vraiment ça la question, hein. C'est de se dire qu'est-ce que je vends auprès de mes clients, quelle offre de service ou quelle prestation je propose et quel type de produit je souhaite vendre. La deuxième question sur cette notion de marché, c'est auprès de quel profil de client? Est-ce que je m'adresse à des particuliers? Est-ce que je m'adresse à des collectivités? Est-ce que je m'adresse à des professionnels? Est-ce que j'ai à la fois une clientèle de particuliers et de professionnels? Quelle tranche d'âge? Éventuellement, toujours sur ce prêt-à-porter, on ne va pas vendre forcément les mêmes produits à des ados qu'à des quinquas ou à des seniors plus âgés. Donc, c'est aussi une question qu'on va se poser. Si on a défini qu'on va vendre dans le prêt-à-porter un haut de gamme, par exemple, eh bien, la typologie de la clientèle, ça va plutôt être des catégories socio-professionnelles qu'on appelle des CSP+, cadres, travailleurs non salariés, dirigeants d'entreprise, professions intermédiaires, enfin voilà. Donc, ça veut dire qu'on va cerner un petit peu la population auprès de laquelle on va viser une vente de produits. Ce qui est important, c'est de savoir quelles sont un peu les tendances de consommation, quelle typologie de clientèle, de s'intéresser à ces informations-là concernant les clients pour bien détecter aussi leurs besoins, les tendances des marchés, hein. Il y a beaucoup sur notamment le net, beaucoup d'informations concernant les profils des clients, les tendances des marchés. Vous avez aussi, si vous voulez disposer d'informations concernant notamment la population des résidents, vous avez un site sur l'INSEE qui est très riche. Vous définissez un petit peu les communes depuis lesquelles les clients vont venir chez vous pour pouvoir identifier le nombre de ménages, les catégories socio-professionnelles, les tranches d'âge, pour définir un petit peu le volume de clients auprès desquels vous pourrez vous adresser. Concernant le marché des professionnels, vous avez aussi sur l'INSEE une identification du nombre de professionnels dans ce domaine d'activité. Vous avez aussi un site qui s'appelle aef.fr sur lequel vous pouvez aussi visualiser le nombre notamment de professionnels qui sont sur ce territoire. C'est important de qualifier en fait le profil de vos clients, hein, leur âge, leurs caractéristiques, les revenus moyens de la population qui réside sur ce territoire. Ça permet aussi d'affiner votre offre par rapport à cette clientèle en présence et surtout aussi de pouvoir cibler derrière. Tout l'enjeu, c'est de cibler aussi la communication qui va pouvoir en découler. Mais la bonne connaissance de ses clients est quelque chose de très important. Et parmi ces clients, il y a aussi votre premier réseau qui est votre famille, des amis. Voilà, on sait très bien que dans le domaine du commerce et des services, le bouche à oreille fonctionne aussi beaucoup. Et pourquoi pas, dans le cadre de cette étude de marché, justement, échanger avec vos proches hein, qui ont une bonne écoute vis-à-vis de vous et qui pourront aussi vous nourrir d'informations, voire vous alerter. C'est utile. Sachez aussi que quand on étudie ses clients, beaucoup d'informations sont proposées par le biais des syndicats professionnels. Vous avez aussi de votre branche d'activité ou future branche d'activité. Vous avez aussi, par exemple, l'observatoire, je vais y arriver, l'observatoire du CTLM qui propose aussi de l'information sur les typologies clients, les tendances de consommation, ce que recherche la clientèle avant tout. Enfin, voilà, c'est important d'étudier ces éléments-là. Ça vous aide à vous nourrir et à sécuriser un petit peu le projet et surtout à adapter en fait votre offre aux besoins de la clientèle. C'est ça, hein, l'adéquation avec les besoins de mes clients, puisque demain, c'est eux qui vont faire vivre mon activité.
Ensuite, quels sont mes concurrents directs ou indirects? Oui, identifier ses concurrents, c'est évidemment important. Euh, Bien sûr qu'il n'y a pas de doute, vous allez avoir une belle offre, vos clients, et vous saurez faire la différence et vous rendre visible. Pour autant, vous n'intervenez peut-être pas seul, vous n'êtes peut-être pas seul sur un marché, et vous avez un environnement avec lequel il faut composer. Et c'est important de connaître le maximum d'informations sur vos concurrents. Parfois même, tester les produits de vos concurrents, ce n'est pas neutre, ça vous permet de voir à la fois le prix pratiqué et surtout d'étudier le rapport qualité-prix. Et puisqu'on qualifie aujourd'hui de concurrents, n'oubliez pas que c'est des confrères qui peuvent aussi être amenés, en particulier, je pense, au métier du bâtiment, qui peuvent peut-être être amenés aussi à vous proposer de travailler ensemble ou vous d'aller vers eux pour envisager de négocier un marché ensemble de façon à disposer et à offrir aux clients une prestation complète. Donc, un concurrent aujourd'hui peut ne pas être, qu'on peut qualifier de concurrent, peut s'avérer être un confrère. Et puis, selon ce qu'on vend, c'est toujours plus aussi opportun que le client il puisse avoir une offre de service sur un même secteur géographique donné, différente, de façon à fixer la population, fixer le client sur un territoire plutôt qu'il décide de partir sur une autre commune pour faire ses achats parce qu'au final, il n'a pas le choix qu'il espère trouver sur le secteur. Donc, c'est un point à prendre en considération. La situation concurrentielle, vous ne pouvez pas l'omettre. Même si vous êtes le meilleur, le plus beau, le plus fort, vous avez potentiellement des concurrents, alors visibles ou indirects. Voilà, qui sont-ils? Et essayez de cerner vraiment vos concurrents. Et puis, un point qui est fort, quelle est votre valeur ajoutée? Quand on a défini qu'est-ce que je vends, quelle est ma valeur ajoutée? Pourquoi le client, finalement, il va décider de venir chez moi plutôt qu'il ira frapper à la porte de mon concurrent? Qu'est-ce qui va faire que si demain je vends mon café 1,50 € au comptoir, alors que le voisin d'en face le vend qu'1,10 €, pourquoi le client il va choisir de venir chez moi, même s'il le paye plus cher? Peut-être parce que je lui proposerai un décor différent, parce que je vais peut-être rajouter un petit gâteau, quelque chose de spécifique qui va faire que malgré tout, même si c'est un peu plus cher, il décidera de venir me voir. Et l'importance de définir votre valeur ajoutée, votre ADN, pourquoi le client vient chez moi, c'est aussi de pouvoir derrière utiliser ces mots-clés que vous aurez mis en avant en matière de communication. C'est vous reposer sur ce qui fait vraiment votre différence pour communiquer auprès de vos clients. Sachant que dans le cadre de cette étude de marché, on a parlé de qu'est-ce que je vends, à qui sont mes concurrents, pourquoi je le vends, votre valeur ajoutée. Il y a aussi évidemment un point qui n'est pas neutre, c'est comment, où je vends mes produits. Est-ce que je les vends à partir d'un local commercial? Et dans ce cas-là, quel emplacement je choisis pour mon local? Est-ce que je vends mes produits sur un marché? Est-ce que je vends mes produits par le net? Enfin, il y a plein de possibilités, d'ailleurs qui ne sont pas des fois exclusives, qui peuvent être aussi complémentaires. Je peux à la fois avoir un point de vente et faire de la vente en ligne, ou à minima avoir une page Facebook Pro ou me signaler sur Google pour rendre visible mon point de vente, mes horaires d'ouverture, etc. Voilà, c'est vraiment comment je vends mes produits et où je vends mes produits. La nature d'emplacement est un aspect important. Choisir un emplacement c'est le gage aussi d'une fréquentation. Vous comprendrez bien que si vous êtes implanté dans une rue
qui comptabilise un flux de clients d'une dizaine de clients par jour, la probabilité qu'un client rentre chez vous n'est pas du tout la même que si vous êtes dans une rue marchande où vous avez 1000 clients qui passent par jour. La chance qu'un client passe votre porte est probablement plus importante si vous êtes sur cette rue avec un achalandage qui est dense. Donc, la qualité d'emplacement est un point aussi à prendre en considération en fonction, bien sûr, de la proposition de l'offre que vous aurez. Hein. C'est pareil sur un marché. Si, je ne sais pas si certains parmi vous souhaitent se lancer dans la vente sur les marchés. Et c'est aussi une question à se poser. Hein. Je vends sur un marché, ben, j'ai un meilleur emplacement. Si j'ai pu anticiper un petit peu, rencontrer la mairie pour négocier un emplacement, m'inscrire dans un réseau de commerçants non sédentaires pour espérer peut-être petit à petit, par connaissance, accéder à un meilleur emplacement. Donc, sur l'étude de marché, l'emplacement, la qualité de l'emplacement, qu'est-ce que je vends, à qui sont mes clients, hein, comment je vends, est-ce que j'ai besoin d'un local, pas besoin d'un local, d'où viennent mes clients et puis quelle est ma valeur ajoutée. C'est vraiment les questions pourquoi je vends ces produits-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non? Bon, bah écoutez, j'espère que en tout cas, j'espère que c'est conforme à ce à ce à quoi vous vous attendiez en participant, parce que c'est toujours parfois délicat pour moi de continuer à avancer. Je considère que s'il n'y a pas de questions, bah, je poursuis mon développement, mais encore une fois, n'hésitez pas. Hein. Puis si vous voulez aussi faire part d'une expérience, c'est bien volontiers que c'est avec plaisir qu'on pourra partager en tout cas. Alors, une fois cette approche marché, l'objectif de l'étude de marché, c'est de répondre à quelle question? En fait, c'est de se dire, est-ce que mon projet est réaliste? Est-ce que moi, j'en ai une intuition forte? Je suis convaincue, je suis le porteur de projet. Je suis convaincue que j'ai une opportunité de me lancer. Pour autant, ben, en ayant complété ma réflexion, je pourrais répondre à cette première question. Est-ce que mon projet est réaliste? Est-ce que j'ai en face potentiellement un nombre suffisant de clients pour pouvoir avoir une certaine rentabilité et dégager en fait un revenu pour moi-même, puisque le but vraiment ultime de se lancer dans cette aventure de la création d'entreprise, c'est de dégager des revenus aussi, entre autres. Enfin, je suppose que c'est un des buts, peut-être pas ultime, mais un but en tout cas de pouvoir vous procurer des revenus outre l'épanouissement et que ça peut aussi vous apporter. C'est quand même aussi vous procurer un revenu personnel et pérenniser votre activité et la développer évidemment. Donc, cette étude de marché, c'est un élément fondamental, fondateur, c'est vraiment les fondations de votre activité. C'est en définissant tous ces aspects-là que vous aurez aussi des outils pour définir derrière votre communication, des mots-clés, des messages, pour après choisir les bons supports de communication adaptés, le bon discours auprès de vos clients. C'est pour ça que c'est une étape à ne pas zapper. C'est un petit peu de temps, un peu de recherche. Vous n'êtes pas seul, bien sûr. Nous, on vous aide aussi à avoir une lecture, que ce soit la chambre de métier, que ce soit nous ou d'autres partenaires. On vous aide à avoir une lecture, une grille de lecture de votre étude de marché. On vous permet de prendre le recul nécessaire. Vous avez conduit ce marché, on vous donne un avis, on vous apporte aussi l'information complémentaire lorsqu'on vous accompagne individuellement. Alors, vos prévisions financières, comment on les mène, comment on les fait? Il y a deux aspects quand on aborde ce sujet. Il y a d'abord ce qu'on appelle le plan de financement. Alors, le plan de financement, c'est de se dire, ben, j'ai des besoins pour me lancer et commencer à travailler sereinement. Comment je finance mes besoins? Alors, dans les besoins, qu'est-ce qu'on retrouve à ce stade-là? On retrouve le fait de prendre un local, d'avoir peut-être à payer un droit au bail,
ou de racheter un fonds de commerce et d'avoir à financer la valeur d'un fonds de commerce. On va retrouver l'achat de matériel de départ. On va retrouver des travaux éventuellement d'aménagement de vos locaux. On va retrouver la publicité de départ, si vous faites des cartes de visite, une plaquette, la création d'un site internet, vous posez une enseigne sur votre local. On va retrouver ça. On va retrouver l'achat de stock. Si vous devez avoir une activité commerciale, vous aurez un stock de départ ou un restaurant. Il faudra bien commencer avec un stock de matières premières pour pouvoir démarrer et amorcer votre production. Vous aurez aussi deux aspects importants, la trésorerie de départ. Hein, quand vous démarrez votre activité, vous ouvrez les portes de votre boutique. Imaginons que ce soit une boutique, il n'est pas certain que le premier mois ou le deuxième mois, vous ayez un chiffre d'affaires qui couvre suffisamment l'ensemble de vos charges d'exploitation. Donc, il faudra un petit matelas de sécurité, c'est ce qu'on appelle la trésorerie de départ, hein, dans lequel vous pourrez piocher pour pouvoir financer les charges que vous avez engagées. Vous avez signé un bail, il y a un loyer à payer, vous avez un assureur et des honoraires à payer, un comptable, enfin bref, il y a des frais. Vous avez commencé à éclairer votre boutique, il y a des frais d'électricité. Ces charges-là, elles ne sont pas suspendues au chiffre d'affaires que vous allez encaisser. Vous allez bien devoir les honorer. Donc, c'est ça, tous ces besoins, c'est ça. Hein, c'est j'achète un fonds, mon prix du fonds, un droit au bail, je paye un bail chez je signe un acte chez un notaire, c'est des honoraires. J'ai des frais d'immatriculation aussi, hein, selon que je crée une société, une entreprise individuelle, ils peuvent varier, les montants peuvent varier. J'ai des travaux à faire dans ma boutique, j'ai du matériel à acheter, de la publicité de départ à financer, peut-être du stock en fonction de ce que vous envisagez de faire. Et puis, la trésorerie de départ, tout ça forme ce qu'on appelle des besoins. Ces besoins, il faut les financer. Alors, on verra tout à l'heure hein, comment financer justement mes besoins. On va y revenir. Ces besoins, il faut les financer. Et l'objectif, c'est qu'on soit justement dans un équilibre de cette nature, c'est-à-dire que vos besoins soient supérieurs, que vos finances, pardon, soient supérieures à vos besoins, de façon à ce que vous soyez serein dans le démarrage de votre activité. Encore une fois, c'est ça, hein, le prix de la sérénité, la sérénité n'a pas de prix. Voilà, on va plutôt le formuler comme ça. L'objectif, c'est que vous soyez tranquille et tranquillisé par rapport au lancement de votre activité. Donc, les prévisions financières, c'est ce premier aspect-là, ce qu'on appelle le plan de financement. J'ai des besoins, comment je finance ces besoins? Et ensuite, on parle de deuxième aspect qui est le compte de résultat. Alors, le compte de résultat, c'est quoi? C'est se dire quelles vont être mes charges, quelles sont mes prévisions de charges pour cette entreprise. Dans les charges, il y a des achats. Par exemple, quand on fait de l'achat-revente, il y a de la marchandise. Si on fait de la restauration, on fabrique des biscuits, par exemple, il y a peut-être la matière première. Et puis, il y a des fournitures diverses, l'eau, l'électricité, le gaz, et puis surtout des charges qu'on peut dire fixes, un loyer, une assurance, des honoraires, les honoraires du comptable, les frais de publicité. Je crée un site internet, j'ai un abonnement pour mon site d'hébergement, par exemple. Je vais avoir du personnel, mais j'ai aussi mes cotisations sociales à moi. J'ai peut-être souscrit un prêt bancaire pour financer mon projet. Je vais devoir payer mes intérêts chaque mois. Et puis, bon, potentiellement des charges exceptionnelles. Tout ça, ça forme des charges qui sont prévisibles, dont on peut estimer le montant lorsqu'on démarre quand on travaille sur ce qu'on appelle un compte de résultat prévisionnel. Ensuite, l'autre question, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quel est le revenu minimum qu'il faut que je dégage de mon activité pour espérer vivre et assumer mes charges personnelles. Donc, ça, c'est deux indicateurs importants. Et ensuite, au final,
Je connais mon minimum vital personnel, hein, je sais ce qu'il faut que je retire à minima de mon entreprise pour pouvoir vivre à côté, personnellement. Je connais mes niveaux de charge prévisionnel parce que j'ai été voir mon assureur. Le propriétaire m'a donné le montant de mon loyer. Je sais globalement ben, les cotisations sociales que j'aurai à payer la première année d'activité. Je suis donc avec tout ça en capacité de pouvoir estimer mon niveau de chiffre d'affaires minimum qui permettra de couvrir mes revenus et mes charges d'exploitation, tout simplement. Et je peux traduire avec ça le montant de chiffre que je dois faire par mois, par jour. Alors, bien sûr, ça vous paraît très peut-être compliqué. Encore une fois, vous n'êtes pas seul hein, dans ce projet. Vous pouvez être tout à fait accompagné par la Chambre de commerce et d'industrie, par la Chambre de métier et de l'artisanat, par évidemment aussi d'autres partenaires, hein, les experts comptables, la plateforme, on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, nous, quand on vous accompagne, que ce soit la Chambre de métier ou nous-mêmes, dans un parcours de création d'entreprise, on évoque bien sûr à un moment donné le prévisionnel avec le plan de financement et le compte de résultat prévisionnel, de façon justement à vous aider à estimer ce minimum de chiffre d'affaires, ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Quel est le montant de chiffre d'affaires minimum qu'il faut que je fasse pour couvrir l'ensemble de mes charges d'exploitation? Le but, c'est bien ça. Hein. Trouver ce chiffre d'affaires minimum, c'est un indicateur pour savoir et répondre à la question, OK, j'ai vu que mon projet était réaliste, j'ai potentiellement un marché. Maintenant, est-ce que mon projet est rentable? Hein, est-ce que je dégage un revenu minimum pour me faire vivre moi personnellement et puis un revenu supplémentaire qui permettra d'engranger de la trésorerie pour les années suivantes, de poursuivre mon développement, de réaliser des investissements. Donc, c'est ça, mes prévisions financières, c'est réaliser un plan de financement, quels sont mes besoins, comment je me finance, et un prévisionnel, un compte de résultat prévisionnel, quelles sont mes charges, quelles sont mes perspectives de chiffre d'affaires, et en face, quels bénéfices je peux espérer retirer de cette activité. C'est quelque chose de toute façon, dès l'instant où il y a un financement bancaire, le banquier, on aura d'ailleurs un webinaire hein, sur ce sujet, comment convaincre son banquier. Le banquier, il vous demande de produire un plan de financement et un compte de résultat prévisionnel, et souvent sur 3 ans. Alors, vous allez me dire, mais vous êtes sympa, mais on n'a pas notre boule de cristal. Hein. 3 ans, c'est quand même long. Comment fait-on? Oui, on fait et on vous accompagne à le faire avec ces éléments-là, justement. Donc, l'approche marché peut vous permettre de déterminer un niveau de chiffre d'affaires. Après, vous avez souvent, on a des taux d'achat hein, par activité et on peut arriver à dérouler un prévisionnel. Quand on n'a pas d'indicateur par l'étude de marché d'un volume de chiffre d'affaires, on prend les choses un peu à l'envers, entre guillemets, c'est-à-dire on commence à dire quel va être votre bénéfice, quel est le minimum vital dont vous avez besoin, combien vous allez souscrire d'emprunts et qu'est-ce que ça génère comme somme à rembourser, et puis les charges, et derrière, on arrive à trouver le chiffre d'affaires minimum à réaliser. Toujours pas de questions sur le sujet? Bon. Alors, l'autre étape, une fois qu'on a fait cette étape prévisionnelle, on a un petit peu une vision d'un chiffre d'affaires qu'on va pouvoir générer. On a aussi la vision du bénéfice qu'on va pouvoir générer. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se poser la question, quel choix juridique je vais opter pour démarrer. Alors, le statut juridique, il est lié à toutes ces questions. D'abord, est-ce que j'entreprends seul ou est-ce que on est plusieurs? Si on est plusieurs, déjà, l'entreprise individuelle, on va oublier puisqu'elle n'est pas
accessible. Je crée une entreprise individuelle si je suis seule. Une entreprise individuelle, entreprise en nom propre, c'est la même chose, et c'est en mon nom personnel. Donc, déjà, je vais oublier l'entreprise individuelle si on est plusieurs à se lancer dans cette aventure de la création. Alors, les formes juridiques, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si je vous posais là une question. À votre avis, il y en a combien de formes juridiques? Il n'y a pas de réponse. Vous êtes toujours parmi moi, avec moi ou oui? Oui, oui. D'accord. Mais je vous ai coupé le son, c'est ça? Non, c'est bon? D'accord. Donc, il y a plusieurs formes juridiques. Je ne sais pas, est-ce que c'est Mathieu qui parlait à l'instant? Est-ce que vous avez une idée du nombre de formes juridiques qu'il y a? Euh, il y a la micro-entreprise qui fait partie de tout ce qui est EURL. Et après, il y a tout ce qui est SA, SAS, SARL. Mais je crois qu'il n'y a que deux grandes familles. Hein. C'est exactement ça. Hop, je suis allée un peu vite là. Il n'y a que deux grandes familles, en effet. Il y a l'entreprise individuelle et les sociétés. Les sociétés, vous avez cité SA, SAS, entreprise EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, société anonyme par action simplifiée, ce qu'on appelle les SAS ou les SASU. En effet, les formes juridiques, il n'y en a que deux en réalité, l'entreprise individuelle ou la société. Et dans ce cas de figure, hop, décidément, je vais trop vite. L'incidence, elle est, et le choix en fait de partir en entreprise individuelle et en société, elle est dictée, enfin ce choix est dicté par plusieurs questions. D'abord, le risque sur mon patrimoine personnel, le régime fiscal lié en fait à la structure juridique et l'incidence sur le régime social. Pour qu'au final, votre projet soit cohérent, enfin qu'il y ait une cohérence entre votre projet et votre statut juridique. Donc, pour répondre à ces interrogations là sur le volet patrimoine, fiscal et social. Sur le volet patrimoine, si on fait une différence entre une entreprise individuelle et une société, en fait, l'entreprise individuelle, elle est un élément, ça fait partie de votre patrimoine personnel. Pour être plus clair, aujourd'hui, vous avez une maison, un véhicule, etc. L'entreprise, elle fait partie de ce patrimoine au même titre que votre véhicule et votre bien immobilier. Ça veut dire concrètement que si demain, vous avez des dettes sur votre entreprise individuelle, eh bien, votre patrimoine sera solidaire de ces dettes. À la seule, sera sorti de cette garantie, en fait, hein, votre bien immobilier. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas vendre aux enchères votre bien immobilier. Si vous êtes propriétaire de votre bien immobilier, il est absolument protégé. Et donc, on pourra par contre solliciter la vente de votre mobilier, des placements financiers éventuellement, récupérer ces sommes d'argent qui sont placées pour solder les dettes que vous avez générées dans le cadre de votre entreprise individuelle, voire même, dans certains cas, euh, saisir une partie des revenus si vous retrouvez un emploi pour solder les dettes que vous auriez pu contracter dans le cadre de l'entreprise individuelle. Donc, l'entreprise individuelle, elle fait partie intégrante de votre patrimoine et potentiellement, si vous générez des dettes, que vous ne pouvez pas les honorer par l'entreprise, bah, vous êtes solidaire à titre personnel de ces dettes. Donc ça, c'est un point important, d'autant plus important si vous êtes marié sous un régime de communauté. Vous avez aussi est impacté potentiellement aussi les biens que vous avez acquis avec votre conjoint, les biens qui sont communs aux époux ou aux personnes qui sont pacsées. Donc ça, c'est un vrai sujet
Entreprise individuelle, oui, potentiellement, il y a un risque sur mon patrimoine en dehors de ma maison ou de mon appartement qui restera mon lieu de résidence. Lui est protégé quoi qu'il arrive. Par contre, si j'ai des dettes, je peux être solidaire de mon patrimoine sur les dettes de mon entreprise. Ça, c'est pour l'entreprise individuelle. Quand on est en société, en fait, on apporte de l'argent à cette société, c'est ce qu'on appelle le capital. On constitue un capital, on dote la société d'un capital. Avec ce capital, la société va investir et cet investissement va permettre de conforter le patrimoine de mon entreprise. Donc, je crée en fait une séparation entre ce qui est le patrimoine personnel du patrimoine professionnel. L'entreprise, elle a sa propre vie, son propre patrimoine. Moi, personnellement, j'ai aussi le mien et dans mon patrimoine, j'ai simplement les parts de ce que j'ai financé quand j'ai constitué ma société. Donc, ça veut dire qu'en cas de dette, ma société, elle a sa propre vie et donc on ne peut pas me ponctionner sur mon patrimoine personnel. À la seule différence près que si vous êtes caution d'un prêt bancaire, par exemple, vous serez solidaire en tant qu'associé à hauteur du prêt bancaire que vous avez signé et de la caution que vous avez signée. Si vous êtes gérant de votre société, en cas de faute de gestion, vous serez personnellement, en tant que gérant et par ailleurs associé, responsable des dettes sociales de votre entreprise. Donc, sur le patrimoine, il y a vraiment cette incidence-là. D'un côté, une protection plus forte par le biais de la société et de l'autre, une protection moins importante, on va dire un risque plus important sur mon patrimoine. Ensuite, d'un point de vue fiscal, alors, tout à l'heure, justement, Mathieu, vous disiez micro-entreprise et puis peut-être au final que la micro est un régime de l'entreprise individuelle. C'est tout à fait ça. Quand je crée une micro-entreprise, je crée d'abord une entreprise individuelle sous un régime fiscal particulier qui est le régime de la micro. Voilà, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, d'un point de vue fiscal, quand je crée une entreprise individuelle, comme l'entreprise individuelle, elle fait partie de mon patrimoine personnel, le bénéfice de mon entreprise individuelle, il est traité fiscalement sous le régime de l'impôt sur le revenu de la personne physique. Hein, au même titre que j'ai des salaires, au même titre que je peux avoir des placements financiers, des revenus immobiliers, par exemple, j'intègre le bénéfice de mon entreprise sur ma feuille d'imposition personnelle sur le revenu et donc je paye l'impôt, moi personnellement, en fonction du cumul de mes revenus et de ma situation familiale, mon nombre de parts, la détermination de mon quotient familial et donc la tranche dans laquelle ce quotient se situe. Donc, c'est bien moi personnellement qui paye pour le compte de mon entreprise. Si j'ai par exemple 20 000 euros de bénéfices générés à la fin de ma première année d'activité, sur ces 20 000 euros, ces 20 000 euros, je vais le porter sur ma feuille d'impôt personnel sur le revenu et ils vont venir s'ajouter aux revenus que je peux avoir par ailleurs pour calculer ma base d'imposition. Si je suis dans le cadre d'une société, la société, elle est imposée à l'impôt sur la société. Donc, c'est la société qui va payer son impôt. Et moi, en tant que gérant, par exemple, de ma propre société, j'ai pu percevoir un salaire en tant que gérant. Je déclarais ce salaire de gérant sur mon impôt personnel sur le revenu et la société, elle sera bien taxée à l'impôt sur les sociétés. Donc, il y a bien une séparation des revenus. D'un côté, mon revenu à moi, associé de l'entreprise et gérant, c'est le salaire que j'ai pu percevoir de gérance et puis éventuellement des dividendes si j'ai perçu de l'argent sur les bénéfices. Mais la société, elle aura payé son propre imposition, sa propre imposition. D'accord. J'ai une question. Oui. C'est Mathieu qui demande. Oui. Au niveau de la retraite, oui. par exemple,
Du coup, comment ça se passe? Parce que selon le régime fiscal, c'est pas le même. Est-ce que vous me parlez des taux de cotisation ou est-ce que vous parlez du risque de ne pas valider des trimestres? Ben, un peu les deux, hein. C'était un peu ma question Alors, générale. alors on vient sur le régime social, Ok, et les cotisations sociales. Quand d'accord. je suis en entreprise individuelle, j'ai, on va commencer par traiter l'entreprise individuelle et ensuite on traitera la société. Quand je D'accord. suis en entreprise individuelle, en fait, j'ai deux possibilités de choix. Ou je choisis le régime de la micro-entreprise, ou je choisis le régime réel. D'accord? Si je choisis le régime réel d'imposition, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir produire une comptabilité sur laquelle j'aurai mon chiffre d'affaires, la déduction totale de mes charges, et il me restera un bénéfice sur lequel mes cotisations sociales seront calculées pour l'année suivante. D'accord? Donc, c'est 46% de cotisations sociales sur la base du bénéfice. Et là, je paye mes cotisations au prorata de mon bénéfice. D'accord? Ça, c'est une première possibilité quand je suis au réel. Quand je suis sous un régime de... Excusez-moi 2 secondes. Quand je suis dans un régime de micro-entreprise, en fait, le seul un élément important pour le régime, pour l'État et pour le paiement de mes cotisations sociales, c'est mon chiffre d'affaires. Donc, quand je suis sous un régime de micro-entreprise, je vais déclarer au mois ou au trimestre mon chiffre d'affaires et dessus, je vais être amenée à payer des cotisations sociales au prorata de mon chiffre d'affaires. Ces cotisations sociales, c'est 12,8 si je fais de la vente de produits et 22% si je fais du service. Donc, ça veut dire que d'un côté, au régime micro, admettons que je fasse 10 000 euros de chiffre d'affaires, d'accord? Je vais payer donc, si je fais de la vente, je vais payer 1 280 euros de cotisation sociale sur ces 10 000 euros de chiffre d'affaires. Vous me suivez jusque-là pour les cotisations sociales? Les cotisations sociales, donc les 1 280 euros en question, comprennent la maladie, la vieillesse, la retraite complémentaire, les indemnités journalières, ça comprend tout ça. Par contre, ça ne comprend pas la mutuelle. Si je veux prendre une mutuelle, je paye en plus. On est d'accord, hein? Ça couvre les caisses maladie, vieillesse, invalidité, décès, retraite complémentaire. Ça, c'est, je suis au micro, je déclare mon chiffre d'affaires et je paye au fil de l'eau mes cotisations sociales, 12,8% de mon chiffre d'affaires. D'accord? Par rapport à votre question de tout à l'heure sur la retraite, si la question c'est est-ce que je risque de ne pas valider tous mes trimestres en retraite si je ne fais pas un niveau de chiffre d'affaires suffisant, la réponse est oui. C'est-à-dire que pour valider 4 trimestres en retraite sur une année complète, donc pour valider 4 trimestres de retraite, il faut avoir un revenu. Donc, quand on parle de revenus, on parle de bénéfices. Hein. Il faut à peu près avoir 8 000 euros de bénéfices sur l'année. D'accord. Voilà, pour avoir validé les 4 trimestres. Si maintenant je suis en entreprise individuelle, mais que j'ai choisi le régime réel d'imposition, la première année, comme les caisses ne connaissent pas vos revenus, en fait, ils vont vous appeler à payer des montants forfaitaires. Donc, la première année, ils vont vous appeler à peu près à payer 3 200 euros de cotisations sociales. Mais rappelez-vous, les cotisations sociales, elles sont calculées sur le bénéfice et non pas sur le chiffre d'affaires. D'accord. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la première année, je vais payer 320 euros pendant 10 mois pour ma couverture sociale, la maladie, la vieillesse, l'invalidité, le décès, retraite complémentaire. Je vais payer 10 000 euros sur mes cotisations sociales. Je vais payer
3 200 euros de mes cotisations sociales, mais mes cotisations sociales, elles seront bien incluses dans mes charges, en fait. Elles viendront bien en déduction. À la fin de l'année, quand je tire un trait pour savoir le bénéfice que j'ai gagné, j'aurai bien mon chiffre d'affaires, moins mes achats, moins toutes mes charges, y compris les 3 200 euros, et il restera un bénéfice sur lequel seront calculées mes cotisations sociales de l'année suivante. Au réel, c'est les cotisations 46% du bénéfice réel. Sur le régime de la micro, la base est le chiffre d'affaires. L'assiette de calcul n'est pas la même. Donc, sur le réel, par exemple, sur une entreprise au réel par rapport à vos questions de cotisation sociale tout à l'heure, si je prends l'exemple concret, je suis une entreprise individuelle. J'ai choisi le régime de la micro-entreprise. J'ai un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Je fais du service. Je vais payer donc 2 200 euros de cotisation sociale. Mes 2 200 euros, j'aurais payé mes cotisations sociales. Ça ne veut pas dire que dans mes 2 200 euros, je n'aurais pas, comment dirais-je, excusez-moi, j'ai été dérangée. Sur les 2 200 euros, je n'aurais peut-être pas validé intégralement mes trimestres, puisqu'on on a évoqué tout à l'heure le fait que pour valider 4 trimestres en retraite, il faut générer un bénéfice de 8 000 euros. D'accord? Donc, si je prends mon exemple, 10 000 euros de chiffre d'affaires, j'aurais bien quand même payé 2 200 euros de cotisation sociale. Je vous ai parlé de l'exemple de je suis une entreprise individuelle au régime de la micro et je fais du service. Donc, pour déterminer mon bénéfice théorique, puisque je n'ai pas à produire de bilan, etc., pour déterminer mon bénéfice théorique, en fait, on fait un forfait, on applique un forfait d'État, applique un forfait de 50%. Mon bénéfice théorique, c'est 5 000 euros. Donc, par exemple, sur votre demande de est-ce que j'ai validé ou pas mes 4 trimestres dans cette situation sociale, dans cette situation, la réponse sera non, puisque mon bénéfice sera que de 5 000 euros. D'accord? Au niveau fiscal, en fait. Donc, ça veut dire que j'aurai validé des trimestres, mais pas les 4 trimestres en retraite. Mais est-ce que ça va pour vous? Oui, oui. D'accord. Donc, voilà le régime social. Maintenant, pour les sociétés, qu'est-ce qui se passe quand on est en société? Je suis en entreprise individuelle, on l'a vu. Je suis en société. Ben, en tant que gérant, je vais avoir ou responsable représentant légal de ma société, je vais être dans une situation de couverture sociale qui va dépendre de la structure juridique de mon entreprise. Si je suis en société en forme de société anonyme, une SAS par exemple, une SASU, société anonyme par action simplifiée ou société anonyme par action simplifiée unipersonnelle, je crée ma société, je suis en tant que dirigeant, je suis considérée comme salarié, c'est-à-dire que je suis affiliée au régime général de la sécurité sociale. Si je prélève des revenus, je suis salarié. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous serez indemnisé s'il y a une perte d'emploi, parce qu'un dirigeant n'est pas affilié à Pôle emploi. Mais par contre, je suis salarié au niveau des cotisations sociales, je suis assimilé à un salarié. Si maintenant je suis en SARL, gérant majoritaire de mon entreprise, de ma société, je paye des cotisations sociales sur le niveau de revenu que je vais pouvoir dégager voilà, sur mon entreprise et je suis affiliée aux caisses des travailleurs non salariés. Voilà pour la partie des sociétés. J'espère que sur ce sujet, j'ai répondu, sachant que j'ai bien conscience que c'est light, hein, ce que je vous donne comme information, mais sachez bien qu'il y a un webinaire spécifiquement dédié au statut juridique, que tout de suite après, vers 12h30, il y a un webinaire sur la micro-entreprise. Donc, l'objectif, c'était de vous présenter les étapes clés. Ce n'est pas de rentrer dans le détail de tous ces aspects-là. Je sais que
c'est synthétique et peut-être un peu frustrant, mais soyez rassurés par le fait que vous pouvez vous inscrire à d'autres webinaires dans lesquels et au cours desquels vous aurez un peu plus de, enfin, vous aurez du détail, puisque pour le coup, ce sera vraiment dédié à ce sujet des statuts juridiques. Alors, une fois qu'on a abordé ce sujet, à travers un peu toutes ces questions et tous ces prismes-là, ça permet de définir en fait quel est le bon statut juridique par rapport à mon projet. J'ai déterminé un prévisionnel de chiffre d'affaires, je me suis posé ces questions, l'incidence sur mon patrimoine, je suis seule fiscalement, quel peut être l'impact qu'est-ce que ça a comme incidence au niveau de mes cotisations sociales? L'idée, là, vraiment, c'est que le statut juridique, il vienne correspondre au plus près à l'étude que vous avez pu faire parallèlement à ça. C'est exactement comme si vous vous dites, bah, je vais acheter un véhicule. Ce véhicule, c'est pour faire de la ville et je vais faire que de la ville avec. J'ai peut-être pas besoin de me prendre une grosse berline qui va consommer énormément. Si mon besoin, il est d'avoir un petit véhicule électrique qui me permet de faire mon domicile et mon lieu de travail, par exemple. Bah, c'est les mêmes questions. Hein. C'est de se dire, bah, finalement, quel est le cadre le plus adapté à ma situation, à mon prévisionnel? C'est ça, la réponse au choix juridique. Alors, comment financer ces besoins, hein? Comment trouver les financements? Alors, ces financements, vous voyez, ils sont de plusieurs natures. Le premier auquel on va pouvoir penser, bah, c'est votre apport. Est-ce que vous, personnellement, vous croyez en votre projet et au point que vous êtes prêt à y mettre un petit peu de vos fonds propres, un peu de votre argent personnel, ce qui peut être de nature d'ailleurs à convaincre plus facilement un partenaire bancaire. Alors, peut-être que certains d'entre vous se posent la question de se dire, mais dans le fond, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un apport? Dans certains cas, oui, parce que la banque, elle ne va pas financer de l'achat de stock, parce qu'elle ne va pas financer de la trésorerie. Et dans d'autres cas, c'est moins important selon, en fait, l'activité que vous allez avoir à développer. Ensuite, bien sûr, on va pouvoir penser au financement bancaire, éventuellement le financement participatif, hein, ce qu'on peut appeler le love money, hein, le crowdfunding, si on l'appelle autrement aussi, et puis les dispositifs de prêt à taux zéro que proposent les plateformes, le réseau des plateformes initiatives, que propose l'ADIE aussi. Et là encore, il y a un webinaire spécifique sur les financements. Quels acteurs peuvent vous aider à boucler votre financement. Et croyez bien que quand on vous accompagne dans un projet de création ou de reprise d'entreprise, évidemment qu'on fait ce qu'on appelle l'ingénierie de financement, on cherche avec vous enfin, quelles ressources de financement on peut identifier aussi avec vous. Alors, ensuite, les aides. Alors, vous avez, je vais en citer quelques-unes les plus fréquentes, mais ayez simplement un réflexe. Ce site, hein, www.les-aides.fr, c'est un dispositif qui a été mis en place par le réseau des CCI, mais qui recense toutes les aides qui peuvent exister. Et ce qui est particulièrement bien fait, c'est que vous avez une porte d'entrée par votre territoire géographique. Hein. Je veux m'implanter à Briançon, à Embrun, à Gap ou dans le Dévoluy ou dans le Champfort, peu importe, vous citez, c'est une entrée géographique et vous pouvez aussi entrer par votre secteur d'activité. À partir de là, vous allez pouvoir identifier les différentes aides possibles et mobilisables sur votre secteur. Principalement, elles vont être de différentes natures, fiscales ou sociales. L'exonération des cotisations sociales la première année d'activité par l'aide notamment la plus connue qui est l'ACRE, l'aide à la création ou la reprise d'entreprise, hein, qui permet une exonération partielle pour la première année d'activité. Vous avez aussi retrouvé les aides de Pôle emploi, les aides financières de Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi indemnisés. Vous allez retrouver les aides fiscales, notamment les zones de revitalisation rurale qui consistent en une exonération de cotisation fiscale sur les bénéfices, hein, exonération d'impôts sur l'entreprise nouvelle.
Enfin, voilà, il y a tous les dispositifs, les prêts d'honneur, etc. Vous allez retrouver sur ce site absolument toutes les aides existantes sur le territoire, avec tous les critères d'éligibilité, puisqu'il y a des aides qui sont parfois spécifiquement consacrées à des domaines ou à d'autres. Donc voilà sur la partie des aides. Et puis, alors, ça fait peut-être beaucoup d'informations, d'où je dépends. Hein. On parlait des formalités. Quand vous êtes décidé à vous lancer, vous avez trouvé votre local, vous avez fait votre plan de financement, vous savez comment vous allez vous lancer en société, en nom propre, en entreprise individuelle, que vous avez identifié tout ça. Il s'agit de savoir d'où vous allez dépendre, d'où votre activité va dépendre. Donc, très synthétiquement, la CCI immatricule, enfin, vous aide et vous accompagne pour formaliser l'immatriculation de votre entreprise si vous avez une activité commerciale, industrielle ou de service, que vous soyez en entreprise individuelle, en société, voilà, vous allez dépendre de cette activité. La Chambre de métier de l'artisanat, ça concerne notamment les activités artisanales, hein, dès l'instant où il y a de la fabrication humaine, hein, avec une matière première transformée. Alors, sachant que la CCI est compétent aussi pour les restaurateurs, hein, les restaurants, l'inscription se fait chez nous. Au niveau de la Chambre de métier de l'artisanat, les entreprises artisanales, donc toutes les entreprises qui relèvent du bâtiment, travaux publics, terrassement, activités alimentaires, boulanger, coiffeur, esthétique, enfin, c'est vraiment tous ces secteurs-là qui sont concernés par la chambre de métier, mais aussi les camions, notamment pizza, les activités non sédentaires, la vente de gaufres sur les marchés, entre autres, hein, qu'il s'agisse d'une entreprise individuelle ou d'une société. Et puis, le greffe du tribunal de commerce, lui, est compétent en particulier pour les agents commerciaux, puisque c'est possible, enfin, je ne sais pas si parmi vous, il y a peut-être un agent commercial. En tout cas, le greffe du tribunal est compétent pour cette inscription-là. Et puis, l'URSSAF, lui, enregistre toutes les activités libérales, conseil, enseignement, profession médicale et paramédicale, mais en entreprise individuelle uniquement. Ça veut dire que, par exemple, je suis je veux faire l'enseignement de VTT auprès d'une clientèle, je décide, je veux quand même constituer ma société, je serai pour le coup inscrit plutôt à la CCI. Et puis, il y a la Chambre d'agriculture pour les activités purement agricoles. En tout cas, de la même façon que ce que je vous exprimais tout à l'heure, que vous n'êtes pas seul et vous êtes accompagné, bien sûr qu'on est à même de vous donner cette information là aussi du lieu de l'immatriculation, sachant que vous avez un site qui s'appelle BPI Création, sur lequel vous pouvez aussi demander quel est le répertoire d'inscription. C'est aussi un site qui est très bien fait et qui est très riche. Voilà. Et puis, pour terminer, parce que je crois j'ai légèrement dépassé de 8 minutes et puis peut-être que vous avez quand même des questions. Ce qui compte, c'est aussi sur les premiers mois d'activité. Vous avez en amont fait tout un travail de réflexion, vous avez travaillé votre prévisionnel, vous avez identifié vos clients. Quand vous vous êtes lancé, eh bien, mettez à profit en fait toute cette réflexion amont pour un peu suivre et avoir quelques indicateurs essentiels sur votre activité. Ne vous dites pas, ça y est, j'ai réussi, j'ai ouvert ma boutique. Ce n'est pas une fin en soi, au contraire. C'est quelque chose, il faut avoir un peu une grille de relecture de toute l'information que vous avez pu mener déjà précédemment. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de toutes ces questions. Donc, je ne sais pas, et de tout ce sujet en tout cas, peut-être que vous avez, vous, d'autres questions
à me poser sur ce projet de création d'entreprise. Le message qu'on voulait vous passer avec Sophie ce matin, hein, c'est de vous dire que vous n'êtes pas seul et vous ne devez pas rester seul. Au contraire, n'hésitez pas, enfin vous ne devez pas, ce n'est pas une obligation, c'est vous qui décidez évidemment, hein, mais ne restez pas seul. L'intérêt de nous solliciter, c'est de pouvoir prendre du recul sur vos projets dans votre parcours de création. On accompagne depuis des années, c'est un peu notre savoir-faire aussi, hein, les porteurs de projets. Donc, on a quelques tuyaux, entre guillemets, à vous donner, quelques retours d'expérience aussi qui peuvent vous enrichir. Une lecture parfois différente de la vôtre, mais complémentaire et toujours bienveillante, hein. Notre but, c'est de vous aider à avancer sur votre parcours et de ne pas plomber votre parcours, même si parfois on vous interpelle sur des questions, mais c'est plus pour vous aider à creuser le sujet. Vous avez bien sûr toutes les offres des CCI, de la CCI et de la Chambre de métier disponibles sur nos sites. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Recréa, on le lance avec vous ce matin. 11 webinaires vont suivre. N'hésitez pas évidemment à vous y inscrire. Vous avez la possibilité sur ce lien d'avoir une page Facebook, enfin un lien, la page Facebook du site qui vous permet, pardon, je vais y arriver, de vous inscrire sur ces webinaires. Nous avons, grâce à vos inscriptions, aussi vos coordonnées. Donc, si vous le souhaitez, on pourra et je pourrais vous diffuser le support de présentation à l'instant. Mais peut-être que avant de clôturer, vous avez des questions. C'est le moment. N'hésitez pas. Je ne sais pas si tout à l'heure on avait Mathieu, Gaëlle, Julie. Je ne sais pas si vous avez, Estelle, des questions. Non? Non, pour Mathieu, c'est bon. Je vous remercie. D'accord. Ben, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire sur d'autres webinaires. Peut-être que je vais retrouver certains d'entre vous à 12h30 pour l'atelier consacré à la micro-entreprise. En tout cas, je vous souhaite une très, très bonne continuation, un bon appétit et puis je vous dis à tout à l'heure.